Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'AWAL, le rendez-vous des livres de la BRTV, votre télévision préférée. Ce soir, j'ai l'extrême privilège de recevoir l'un des sociologues les plus connus au monde actuellement. Il s'agit de Monsieur Pierre Bourdieu. Bonsoir. Bonsoir. Alors Pierre Bourdieu, vous êtes né le 1er août 1930 dans le Béarn, votre région donc natale. Vous entrez à l'école normale supérieure en 1951 et vous en sortez agrégé de philosophie. Ensuite, vous avez une histoire que vous nous raconterez, j'espère, tout à l'heure avec l'Algérie et en particulier avec la Kabylie, puisque vous avez été assistant à la faculté d'Alger entre 58 et 60. Votre carrière universitaire se poursuit donc après brillamment. Vous êtes assistant à Paris, puis maître de conférences à Lille, et ensuite, à partir de 64, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études. Les enjeux vont changer, les enjeux scientifiques, puisqu'ensuite vous devenez ethnologue, puis sociologue, le titre pour lequel on vous connaît, je dirais, le plus aujourd'hui. Nous en parlerons d'ailleurs tout à l'heure. En 3 ans, c'est-à-dire entre 64 et 66, vous allez publier 7 ouvrages qui vont vous assurer immédiatement une position de premier plan dans votre discipline. Et depuis, cette place de leader n'a fait que se confirmer. Vous êtes directeur de la revue Actes de la recherche en sciences sociales que vous avez fondée en 75. Et puis, depuis 1989, vous êtes directeur de la revue européenne des livres Liber. Et vous êtes directeur du Centre de sociologie européenne et depuis 82, professeur au Collège de France, donc détenteur de la chaire de sociologie. Vous êtes médaillé d'or du CNRS en 1993 pour l'ensemble donc de votre œuvre. Alors voilà un parcours absolument hallucinant. Est-ce que vous avez un mot à dire, un regard sur ce parcours qui continue bien entendu? Sans faute. Non, il n'y a pas grand-chose à dire. Non. Oui, c'est un parcours universitaire un peu chanceux, mais normal, voilà. Chanceux. Il y a beaucoup de travail là-dedans. Il y a pratiquement une quarantaine d'ouvrages très savants dans tout ça. Oui. Je crois que oui, on peut dire que j'ai mérité d'être où je suis, quoi. Bon, mais ça. Voilà. Et puis votre position en tant qu'intellectuel est extrêmement importante également en tant que sociologue, puisque vous faites partie. Vous êtes l'un des sociologues les plus connus au monde. Oui, si vous le dites, oui. Oui. Je ne sais pas quoi vous répondre. Non, oui, on peut dire ça. Oui, c'est vrai. Je suis même mieux connu à l'étranger qu'en France. Qu'en France. On y reviendra d'ailleurs, parce que c'est une question intéressante. Je pense que on essaiera d'expliquer un petit peu. En tout cas, vous essayerez de nous expliquer pourquoi. D'abord, vous êtes à la BRTV, la Berbère Radio-Télévision. Vous avez un passé avec la Kabylie, puisque vos premiers travaux d'anthropologue et vos travaux d'anthropologue de façon générale ont porté sur le monde kabyle. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être à la télévision berbère aujourd'hui? Ça me fait un immense plaisir. Quand j'ai appris par des publicités que cette télévision se créait, j'ai eu un sentiment de miracle. Enfin, j'étais vraiment très très content et évidemment, je suis très content d'être là. Il me semble que l'existence d'une chaîne de télévision est un mode d'existence pour un groupe, comme les Berbères, et je pense que les responsables de cet organe, de cette chaîne, ont une très grande responsabilité intellectuelle, politique, culturelle. Ils ont un instrument extraordinaire et qui peut être très utile. En tout cas, par exemple, dans des conjonctures comme celle que vit la Kabylie aujourd'hui, mais en tout temps. Voilà. Pour faire exister des choses qui méritent d'exister et que les organes ordinaires de communication sous-estiment, ignorent, oublient, etc. Donc c'est très important. Voilà. Et vous êtes un intellectuel, un homme très très lucide et aussi, je dirais, très méfiant vis-à-vis des médias de façon générale. Alors justement, c'est pour ça que vous disiez, ça peut être positif, ça peut également être le contraire. Voilà. Non, mais je ne parle pas de la télévision en général. Ma méfiance à l'égard de la télévision reste très grande, mais je pense que cette télévision-ci, du fait de sa particularité, de sa singularité et de sa faiblesse relative, est protégée
presque par définition contre tous les dangers qui guettent la grande télévision. Bon, ce qui ne veut pas dire que toutes les menaces sont absentes. Enfin, je crois que si cette entreprise réussit, et il faut qu'elle réussisse, elle deviendra l'objet de concupiscence, de désir, de pression, de contrôle, etc. Bon, et c'est là qu'il faudra être encore plus vigilant. Voilà. Alors, vous avez, je le disais tout à l'heure, une histoire très particulière avec l'Algérie d'abord, puisque vous avez enseigné à la faculté d'Alger pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire entre 58 et 60, et ça, pour un homme comme vous, pour un intellectuel comme vous, c'est pas quelque chose de banal. Hein, non, en fait, l'histoire de mes rapports avec l'Algérie, la Kabylie est à la fois très simple et assez compliquée. Elle est simple puisque j'ai été appelé comme soldat en 55 et j'ai fait donc mon service militaire dans des conditions relativement difficiles parce que je n'étais pas comment dire, je n'avais pas la vision dominante officielle de l'époque. Bon. Néocolonialiste. Oui, c'est ça. Je n'étais pas donc dans colonialiste. Oui, voilà. Enfin, bref, je ne me comportais pas comme les chefs de l'armée auraient voulu que je me comporte. J'avais refusé de faire les écoles d'officiers, etc. Toutes sortes de choses. Bon, ce sont des détails, mais donc j'ai commencé à m'occuper de l'Algérie en sociologue et en ethnologue parce que j'ai eu le sentiment que ce que je voyais en Algérie ne correspondait pas du tout à ce qui se racontait sur l'Algérie de l'autre côté de la Méditerranée. Et même les gens les plus favorables à l'indépendance de l'Algérie, dont j'étais, et me paraissaient très mal informés, il me semblait avoir une vision un peu lointaine, quoi. Bon, ça, vous avez eu une sorte de choc comme ça, oui, vous avez vu la réalité. Oui, voilà. Alors, donc j'ai eu le sentiment que j'avais pas du tout la vocation. À l'époque, j'étais philosophe, j'avais entrepris un travail de philosophie très éloigné de tout ça, qui s'appelait, je sais plus, peu importe, qui était sur l'émotion, sur la vie affective, etc. Bon. Et donc j'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'abandonne un peu mes chères études pour faire un livre utile, voilà, un livre de service, de service social. Bon, et alors j'ai fait un que sais-je, qui était très très modeste, qui s'appelait Sociologie de l'Algérie. Voilà. Bon, c'est un tout petit livre qui est paru en 58. Donc aux presses universitaires. Aux presses universitaires. C'est votre oui, c'est mon premier livre. Voilà, c'était donc c'est un tout petit livre. J'avais écrit 400 pages, il a fallu en faire 128. C'est un livre très condensé. Voilà. Et donc là, ce qui veut dire que j'ai commencé à connaître l'Algérie par les livres. Bon, bien sûr, il y avait ce que je voyais, mais j'ai commencé à lire beaucoup, et il y avait une sociologie, une ethnologie coloniale, dans laquelle il y avait beaucoup de choses détestables, mais malgré tout des choses pas mal. Mais surtout, ce qui manquait, c'était une théorie moderne. Voilà. Et mon but a été de donner une vision juste, scientifiquement, avec des instruments modernes de l'ethnologie, de la sociologie, de cette réalité algérienne, en m'appuyant sur des travaux. Alors il y avait des travaux détestables. Sur les Kabyles, il y avait les livres de Bousquet sur les Berbères, qui était un que c'est, qui était une horreur. Bousquet était un quasi fasciste. Enfin, il était un grand admirateur de Pareto. D'ailleurs, son que c'est, il circule toujours. Bon, je sais pas pourquoi. Il existe toujours. C'est intéressant. Ah oui. Il a écrit des trucs terribles sur la condition des femmes. Bref. Donc, alors, mon but était donc mais par ailleurs, il y avait des choses très très bien. Il y avait des travaux magnifiques de Hageron sur l'histoire de l'éducation. Il y avait un prof, un historien, un vieil historien, Emery. Bon, je me rappelle, les étudiants de droite d'Alger avaient pendé son image en effigie, parce qu'il avait montré, ce qui est intéressant, que le taux d'alphabétisation était plus fort en 1830 qu'en 1960. Alors ça plaisait pas beaucoup, c'était pas du tout conforme à... Bon, donc il y avait des tas de travaux officiels. Voilà. Alors Richard Figuier, dans l'avertissement de Esquisse d'une théorie de la pratique,
et surtout ce livre qui est précédé de 3 études d'ethnologie kabyle, il dit qu'au fait, en gros, s'agissant de vous, que l'intellectuel, en tout cas c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous avez pensé, ne doit pas se limiter à la condamnation comme ça de la guerre d'Algérie, par exemple. Il dit donc que il faut, en même temps que l'on soutient la cause de l'indépendance, à tout prix comprendre et autant faire comprendre le drame d'une société déchirée. C'est ce que vous avez essayé de faire. Oui, exactement. Mais ça, c'était une très courte introduction de 2 pages, et excellente. C'est une des meilleures choses, d'après moi, qui a été écrite pour présenter mon travail. Vous avez pensé qu'il vous a compris, au fait. Ah oui, il a dit en très peu de pages, en 2 pages. L'essentiel. Alors donc, mon but était d'une part de donner l'information qui n'était pas du tout accessible. Ça serait long à développer. Pourquoi et aussi, peu à peu, j'ai eu l'intention de réhabilitation, c'est-à-dire que la société coloniale dominante ne se contente pas d'exploiter, etc. Elle détruit les dominés, elle les détruit symboliquement. Alors, elle le fait au long du temps par tout un tas de travail. Elle les détruit culturellement. Elle les détruit culturellement, voilà. Réellement. Oui, il est très réellement. Voilà, on passe et en réalité, par exemple, voilà, une des choses qui au début, je ne voulais pas travailler sur l'aspect traditionnel de l'ethnographie, c'est-à-dire la magie, la religion, etc., parce que c'était l'arme raciste. L'ethnologie coloniale s'emparait de ça pour discréditer, pour dire c'est primitif. Une image négative. Donc, société qui était dominante. Au départ, je voulais pas m'en occuper. Et mes premiers travaux, il est pratiquement pas question. Dans la sociologie de l'Algérie, il y a un tout petit chapitre sur l'islam que je signerai encore aujourd'hui. Alors là, qui était très vous assumez. Ah oui, oui, que j'assume encore aujourd'hui, qui était, je pense, très moderne. Du point de vue théorique, etc. Mais par exemple, sur la magie, sur toutes ces choses-là, il y avait pratiquement rien, mais délibérément. Alors que dans la littérature coloniale, c'était 80%. Même écrite d'ailleurs par des colonisés, d'excellents travaux d'ethnologues spontanés kabyles. Et donc je voulais pas. Et puis peu à peu, je me suis dit, mais c'est d'abord en 2 mots. À l'époque, il y a eu la grande révolution structuraliste. Lévi-Strauss, etc. C'est Claude Lévi-Strauss, la personne, l'anthropologue. Voilà, qui a donc rendu noble, l'étude des mythes, des rites, etc. Et donc je me suis dit, à la fois pour des raisons intellectuelles et pour des raisons politiques, ça vaut la peine d'étudier ces choses. Vous vous êtes inspiré de Lévi-Strauss. Ah oui, tout à fait. Mon premier travail sur la maison kabyle est un travail structuraliste qui est offert d'ailleurs en hommage à Lévi-Strauss pour ça, je pense, au 60e anniversaire. Voilà, donc cette intention de réhabilitation. Alors bizarrement, ça ne plaisait pas trop à mes amis ethnologues qui veulent faire une science pure. Ça avait déjà commencé. Ah oui, moi, même mes travaux ethnologiques étaient des travaux politiques, et je pense, et ils le sont toujours. Alors ça, c'est une de mes idées les plus... Il y a un engagement qui vous poursuit comme ça. Ah oui, moi je pense que les Kabyles ont intérêt à lire les travaux d'ethnologie encore aujourd'hui. Voilà. D'accord. Alors vous êtes d'abord intéressé au ce qu'on appelle le prolétariat urbain, avant de vous intéresser au Kabyle, puisque dans Sociologie de l'Algérie que vous venez de citer en 58, donc au Presse universitaire de France, ou alors dans Travail et Travailleurs en Algérie plus tard, en 64, aux éditions du Seuil, je crois, c'est ça. Si je ne me trompe pas, vous vous occupiez surtout des travailleurs. C'est ça. Alors, voilà, ça c'est les enquêtes que j'ai faites dans les années 60. Je ne saurais pas bien dire la date. Ce livre a été très long à publier. C'était interminable. Et il devait être fini à peu près en 60-61. Il a été publié en 64, mais il était déjà de 60. Donc les enquêtes ont dû être faites en 59-60. Et dans le cadre, d'ailleurs, c'était très compliqué parce qu'il fallait l'autorisation, etc. C'est pas simple, il fallait des échantillons. Il n'y avait jamais eu d'enquête sérieuse de ce type sur le travail, etc. Et je me suis appuyé sur des gens, il y en avait, des fonctionnaires de l'Institut de statistique d'Alger. Il y avait un monsieur qui s'appelait Brey, qui était un catholique de gauche, très progressiste, et qui m'a, contre l'avis de beaucoup de gens, de son entourage, qui disaient, bon Dieu, c'est un type dangereux, pourquoi
lui fait faire la sociologie qui ne sert à rien, etc. Il m'a soutenu et j'ai pu faire donc cette enquête avec il me fallait une caution, quoi, une couverture, voilà. Et ça, c'était un travail très très important qui reste bizarrement, malheureusement, il est valable pour l'Algérie, mais même pour l'Europe. Maintenant, et pour l'Amérique latine, etc. Il reste d'actualité, quoi. Oui, tout grand travail. Grâce à ce qu'on appelle la mondialisation, il devient. On dira deux mots si vous voulez. Il devient universel. Voilà. Et ça, c'est 1964. Et puis, vous voulez dire que les études ont été faites en 58. Oui, non, 60, c'est ça. Et alors le déracinement, c'est à peu près en même temps. D'accord, le déracinement, vous avez fait avec Abdelmalek Sayad, avec Sayad, c'est ça. Les immigrés. C'est les déplacements, de population. Non, ça c'était le déracinement, c'est sur les déplacements de population que provoquait l'armée. L'armée était obsédée par le contrôle, comme aujourd'hui, hein. Hélas. Et elle déplaçait donc les populations dispersées vers les vallées pour les contrôler plus facilement. Et elle faisait des espèces de grands camps à la romaine. Enfin, c'est très intéressant, même historiquement. Enfin, ils reproduisaient, on aurait cru du Massinissa, on reproduisait les camps au carré, etc. Et on mettait les gens comme ça. Bon. Et c'était un phénomène très très intéressant pour un sociologue, évidemment dramatique. Vous pouvez pas imaginer. Moi, j'ai des souvenirs affreux. Et ceux qui l'ont lu, ce travail, vraiment en une idée extrêmement positive et trouve que c'est un travail essentiel. Oui, mais qui a été très mal compris en Algérie. Par exemple, en Algérie, après l'indépendance, on a dit qu'est-ce que c'est ce truc, c'est conservateur, le déracinement, c'est pas bien, c'est nostalgique, etc. Bon, mais maintenant, alors, on a par exemple ça, on dit la sociologie n'est pas une science. Dans ce livre, il était prévu que les regroupements resteraient. Voilà. C'est risqué, hein, parce que ces gens-là, on les a brimés, on les a mis dans les vallées, etc. Ils vont remonter dans les montagnes dès qu'ils pourront. Bah non, pas du tout. À 80%, même les pires, à Bouira, dans des endroits où il y avait des regroupements assez atroces, les gens sont restés, et ils ont fait de la maison à la montagne la résidence secondaire, pour aller vite. Alors, j'avais fait une petite erreur tout à l'heure, j'ai confondu avec le travail d'Abdelmalek Sayad sur la double absence, en fait, c'est pour ça que j'ai parlé de Myriam, mais c'est bien plus tard. Oui, mais ça c'est bien que vous en ayez parlé, parce qu'il ne faut pas oublier de parler de Sayad, qui est décédé malheureusement. Voilà, qui a fait un ensemble de travaux magnifiques sur les émigrés, à la fois le problème de l'émigration et de l'immigration. Et sa grande découverte, qui a fait une révolution dans toutes les études, ça a été de rappeler ce qui est évident pour quelqu'un qui part d'Algérie, que ceux qui arrivent en France sont partis d'Algérie, qu'il ne faut pas l'oublier. Et que par exemple, en France, ils paraissent tous pareils, alors qu'en fait, ils étaient très différents au départ, et que donc, ils vont être différents à l'arrivée. Ils vont avoir des histoires différentes, etc., etc. Bon. Et il a fait des choses magnifiques, donc, qui ont été rassemblées dans un livre qui s'appelle La double absence. Absolument. Et et que tous les Kabyles qui savent lire devraient acheter. Voilà. Je me permets de faire la collection Libère d'ailleurs. Hein, dans la collection Libère, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Mais j'ai pas d'intérêt dans l'entreprise. Ce n'est pas votre genre. Alors je reviens à ma question. Pourquoi ce passage donc du prolétariat urbain, comme on l'a dit, donc avec travail en Algérie, à la société kabyle, à l'ethnologie? Alors les deux, en fait, c'est compliqué. C'est que donc j'avais commencé par une culture un peu livresque, une connaissance livresque, et puis je faisais beaucoup de choses à la fois. Je menais mes enquêtes sur les villes. Bon, après j'ai fait des enquêtes, je crois que c'est l'année après, sur ces grands regroupements dans 5 régions, dans la presqu'île de Colo, dans le Loire-Nice, dans la région de Constantine, enfin bref. Donc dans le déracinement. Voilà. Et puis par exemple dans la région de Colo, j'étais, je vais dire ça va paraître ridicule et démagogique, mais j'étais fou de ce pays. Voilà, j'étais vraiment, ça a l'air ridicule, hein, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, j'étais vraiment amoureux de ce pays, quoi. Voilà. Et ça nous fait plaisir de vous entendre dire ça. Mais c'est pour ça que j'hésite à le dire. D'habitude, je suis pas du tout flatteur et démagogue, et ça m'ennuie qu'on puisse penser que je le dis pour faire plaisir. Bon, alors j'aimais beaucoup ce plaisir quand je voyais un Kabyle avec ses moustaches,
bon, voilà, je trouvais ça formidable. Et je trouvais ces gens magnifiques, sages, intelligents, etc. Bon. Et alors, d'abord, j'étais très émotionnel. C'était terrible de voir ces gens si malheureux qui se précipitaient sur nous pour nous dire tout leur malheur. Moi, j'avais 7 chèvres, j'en ai plus, etc. Et là, on faisait la liste de tout leur malheur, de tout ce qu'ils avaient fait. Bon. Et ils voulaient ils se disaient, ils ont fait confiance tout de suite. Enfin, bon, ils voulaient qu'on aille raconter, voilà, qu'on aille témoigner, dire bon. Et puis là, c'était ma folie. En même temps, j'avais mes problèmes de traduction culturelle ancienne, etc. Et comme ça, sous l'olivier, bon, après avoir discuté des chèvres perdues, etc. Je leur disais, mais qu'est-ce qu'on faisait le premier jour du printemps? Et alors, ils me racontaient les jeux d'enfants, etc. Bon, et je me rappelle ces gens qui pouvaient avoir entre 40 et 50 ans, qui se mettaient à m'apprendre des jeux d'enfants, comme on faisait, et à mimer les jeux, et ils se prenaient au jeu. Et alors, dans les jeux, il y avait des punitions. Alors, si on perdait 2 points, on tapait avec 2 doigts, puis 3 points. Et alors, jouiez avec eux? Oui, je jouais avec eux. Alors, eux, ils se prenaient au jeu. Vous voyez, ces hommes très sérieux, enfin, bon, qui étaient souvent engagés dans la Hélène, pour dire les choses comme elles sont, bon, et qui se mettaient à jouer avec des jeux. Enfin, c'était étonnant. Et alors, moi, ça a l'air bizarre, mais le fait que j'avais des préoccupations ethnologiques, m'aider à supporter la souffrance, quoi, de ces gens, et à prendre distance par rapport à la guerre aussi. Oui, voilà, par rapport à ce rôle de pur témoignage qui était insupportable, voilà. Et donc tout ça pour répondre à votre question, peut-être un peu longuement, c'est très naturellement que je faisais l'ethnologue en même temps que le sociologue, voilà. Bon, par exemple, j'ai fait dans un centre, un de ces centres extraordinaires, j'ai fait ce qui est une technique les plus lourdes statistiquement, une enquête de consommation. C'est une enquête qui se fait en France, qui est très très lourde. Il faut passer 3 fois dans une semaine, dans une famille, faire avec des listes de produits. Avez-vous acheté hier des bougies, des pommes de terre, combien, etc. Bon, j'ai fait ça, et puis en même temps, j'interrogeais sur les rituels. Alors c'était très important parce que théoriquement, comment dire, ça rappelait que tout ça était lié. Voilà, qu'on peut pas étudier les rituels sans étudier la vie matérielle. D'ailleurs, ça continue un petit peu dans votre vision des choses. Parce que, dans le dernier livre, on citera tout à l'heure, les structures sociales de l'économie, vous dites que sociologie et économie sont intimement. Vous avez tout compris. J'espère, c'est pas tout compris. Non, mais c'est vrai. Voilà. Alors, dans Esquisse d'une théorie de la pratique, donc, qui a été 1972, donc c'est un vieux livre, précédé donc de 3 études d'ethnologie kabyle qui est republié. Mais je dis, là, j'ai regardé la préface, je dis que c'est articles déjà vieux. En 61, il était vieux, parce que le premier article sur l'honneur est ancien, je l'avais fait vers les années 62-63. La première étude. La première étude, oui, c'est ça. Alors donc c'est au seuil, ça existe aujourd'hui dans la collection Point. Vous avez parlé tout à l'heure de Claude Lévi-Strauss, donc vous avez été vraiment un structuraliste là-dedans. Oui. Alors un mot sur ce qu'est le structuralisme, peut-être d'abord sur ce qu'est l'anthropologie. On a parlé beaucoup de l'anthropologie sans expliquer à ceux qui nous regardent ce que c'est réellement et puis. Alors c'est difficile de définir. En fait, la sociologie c'est l'étude des structures sociales. L'ethnologie c'est l'étude des structures sociales dans les sociétés dominées. Moi, je pense que c'est une distinction qui devrait disparaître. L'ethnologie, pour moi, est liée au colonialisme, même si les ethnologues ont pris des distances, même si aujourd'hui... Vous voulez dire qu'on ne peut pas faire d'ethnologie ou d'anthropologie des sociétés contemporaines? Moi, je pense qu'aujourd'hui... Alors, il y a des traditions historiques. L'ethnologie a des traditions différentes de la sociologie, mais les grands fondateurs de la sociologie, les Durkheimiens, par exemple, faisaient les deux à la fois. D'accord. Et je pense que mon but à moi était de réunir la sociologie et l'ethnologie, et c'est-à-dire les acquis théoriques des 2 disciplines. Mais vous avez d'abord commencé à paraître un ethnologue. Oui, mais je pense que... moi, la distinction, à mon avis, est à bannir. Les 2 disciplines ont les mêmes buts de définir les lois de fonctionnement des sociétés. Comment ça marche? C'est pas au hasard. Il y a encore des gens qui disent mais les sciences sociales c'est la connerie, les sociétés ça marche comme ça, c'est la liberté. C'est la main invisible, comme disent certains. La main invisible. Alors ça c'est un autre truc. Oui, bien entendu. Oui, je fais un rapprochement peut-être pas très heureux
malheureux. Non, mais moi je pense que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de lieu. Bon, alors ça, Hegel, qui est un grand philosophe, disait, au fond, ça, il appelait ça l'athéisme du monde moral. Il disait, les gens, ce sont des athées qui ne croient pas que le monde réel a des lois. Voilà. Or, le monde social, comme le monde naturel, a des lois. Voilà, alors, je reviens sur le structuralisme. Oui, donc, vous avez utilisé la méthode structuraliste dans Esquisse du théorie de la pratique. Alors, bon, alors, ça consiste en quoi, très exactement? Enfin, si on peut en dire un mot, en tout cas. C'est pas facile. Bon, je vais prendre l'exemple de la maison Kabyle, je crois, qui est le deuxième texte. Voilà, qui est le deuxième texte de ce recueil. Là, bon, c'est un exercice de méthode structurale, je crois, poussé à l'extrême. Donc je crois que c'est un bon exemple dans les recueils anglo-saxons. Il est toujours, on met la maison Kabyle, elle est partout, quoi. Bon, c'est donc, je peux dire que c'est un article conforme à la c'est un exemple un bon exemple de structuralisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on prend une maison kabyle, on entre, ça a l'air comme ça, c'est comme une maison bernaise d'ailleurs. Bon, d'un côté il y a le canoun, de l'autre il y a les tables. Béarn qui est votre région natale. Alors de l'autre, en face il y a le métier à tisser, en face de la porte, et puis alors on demande aux gens, comment vous appelez ça? On dit ça c'est le mur, je sais pas quoi, le mur des anges, ça c'est le mur des tombeaux. On donne des noms, on recueille des trucs, et on pourrait, disons, beaucoup d'ethnologues ont vu la maison Kabyle et n'en ont rien dit. Ils en ont dit des banalités. Ils l'ont décrite banalement. Oui, banalement. D'ailleurs, ils n'ont pas vu le 10e de ce qu'il y avait à voir. Par exemple, ils oublient des tas de choses. Voilà, alors vous, il y a toute une symbolique. Alors moi, ce que je dis, l'hypothèse, c'est que tout ça n'est pas au hasard. Bon, premièrement. Deuxièmement, que c'est cohérent, que c'est logique et qu'il y a des relations logiques. Bon. Des relations binaires, comme ça, des oppositions. Voilà, des relations logiques. Et que ces relations logiques ont une structure, que c'est pas n'importe quoi, et que, alors ça veut dire que, par exemple, le mur du métier à tisser va s'opposer au mur de la porte. Bon, alors, que le canoun va s'opposer à l'étable. Alors, c'est quoi? Ça veut dire le sec va s'opposer à l'humide, le haut va s'opposer au froid, le masculin au bas, le masculin va s'opposer au féminin, etc. Et toutes ces relations forment un système très cohérent qu'on va retrouver partout. On va le retrouver dans les jeux d'enfants. Dans la société, de façon générale. Oui, c'est une sorte de métaphore, la maison kabyle, de ce qu'est oui, c'est ça, c'est une sorte de résumé de la société kabyle en son ensemble. On y trouve tout. Toute la société kabyle est présente là-dedans. Les dictons, la poutre, la poutre verticale. Bon, voilà. C'est le symbolisme de l'homme. Voilà, et c'est la femme, non. D'accord. Oui, la femme, les jambes écartées en l'air, et l'homme vient, voilà. Alors, bon, ça y est dans les dictons, dans les proverbes, etc. Bon, voilà. Vous citez d'ailleurs. Oui. Voilà, toutes ces choses qui sont. Alors, ou bien on considère que c'est des conneries qui n'ont aucun sens. Je me rappelle au début, mes amis kabyles, quand je leur disais tout ça, ils me disaient bon, t'es fou. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu vas chercher? Finalement, ils ne voyaient pas. Qu'est-ce que tu vas chercher? T'as l'esprit mal tourné. Et puis peu à peu, bon, ils se sont convaincus, quoi. Bon. Alors il y a une phrase qui est extraordinaire, une sorte de, je dirais, ça explique ce que vous dites au fait, mais au sens symbolique, l'homme est la lampe du dehors et la femme est la lampe du dedans. Là aussi, on est dans un rapprochement un peu. Alors c'est très compliqué en fait, parce que cette phrase, par exemple, et j'ai mis très longtemps à la comprendre. C'est très très compliqué. Il y a la maison, et c'est un monde nocturne, mais dans le nocturne, il y a du jour et de la nuit. Voilà. Alors, par exemple, dans les structures, c'est souvent des structures emboîtées où on a. Enfin, bon, je ne vais pas expliquer ça. Allez-y. Non, là, vous êtes vicieux parce que c'est. Non, pas du tout. C'est vous qui avez commencé à l'expliquer. Oui, non, c'est des structures d'emboîtement. C'est-à-dire, il y a une première opposition entre A et B, et ensuite B va se diviser en B1, B2. Bon, et donc ça va donner des correspondances à l'infini. Alors, et tout ça, on le trouve en tout cas dans la maison. Ah oui. Alors par exemple, voilà un exemple que j'ai découvert tout à fait à la fin. Pourquoi vous
titrez ce texte et on s'arrêtera là sur la maison kabyle, La maison ou le monde renversé. C'est ça, la maison, c'est l'inverse du monde. C'est quand vous entrez, ça aussi serait très bien. C'est le seuil. Le seuil, ça pour moi, ça m'a fait des révélations. Pour moi, il y a des tas de rites sur le seuil dans tous les pays, dans toutes les sociétés. Le seuil, c'est l'endroit où le monde se retourne. C'est-à-dire ce qui était dehors, ce qui était l'est dehors devient l'ouest dedans. Bon, il y a un ouest de la maison qui est le mur du tombeau, un est de la maison qui est le mur du milieu à tisser, mais l'est à l'intérieur et l'ouest de l'extérieur. Bon, et pourquoi donc c'est ce renversement du monde? C'est pour avoir une sorte d'équilibre. Je ne sais pas si on peut répondre à la question pourquoi. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors, je donne un dernier exemple, parce que ça, c'est un très bel exemple. C'est un père blanc que j'aimais beaucoup, que j'ai connu à Jemaa Saarij, qui s'appelle le père de Vulder. Et je me rappelle, j'ai fait la prière chez lui. Sayad était arrivé, j'étais en train de faire la prière. Alors, il me regardait. Il était un kabyle laïque. Bon, et je dis, écoute, c'est bon. Alors, je fais la prière avec le père de Vulder. Et le père de Vulder était un homme adorable, un Alsacien avec une grande barbe, qui avait fait un article magnifique sur les peintures murales en Kabylie. Et qu'on retrouve. Moi, j'ai encore des photos que j'ai faites dans les maisons. Et ces photos sont entièrement conformes à cette symbolique. C'est-à-dire, j'ai trouvé ça après, et ça donnait une vérification extraordinaire. Tous ces signes qui ont l'air de signes kabbalistiques, hommes, femmes, etc. Bon, voilà. Et alors, lui avait décrit ça très bien. Je peux le dire, c'est un brave homme que je viens de dire que je l'aimais beaucoup, qui n'avait rien compris. Voilà. Non, il n'avait rien compris parce qu'il n'avait pas la méthode. Alors là, on voit quand même la méthode est quand même important. Alors ça, c'est esquisse du théorie de la pratique. Ensuite, vous êtes en quelque sorte, vous êtes désolidarisé du structuralisme. Voilà. Et vous avez volé de vos propres ailes, si j'ose dire. Enfin, quelles ailes, puisque vous avez réellement cette fois-ci trouvé votre vraie voie d'anthropologue, d'ethnologue, avec le vrai livre qui est le sens pratique. C'est ça. Et je crois que dans l'introduction de ce livre, vous dites que vous avez été un structuraliste, mais au passé. Voilà, c'est ça, au passé. Oui, alors en fait, déjà, dans comme toujours, les publications universitaires, ça prend très longtemps. Mon article sur la maison de Kabyle était écrit en 60-61, et l'hommage à Lévi-Strauss est paru en 67-68. Bon. Et alors, j'avais mis une note pour dire, je pouvais pas, dans un article sur Lévi-Strauss, dire que j'étais pas en accord avec Lévi-Strauss. J'avais mis simplement une petite note pour dire que, ce qu'il décrivait comme les mouvements, voilà, le changement que j'ai fait, c'est on dit haut-bas. Et moi, j'ai dit mouvement vers le haut, mouvement vers le bas. Et mouvement corporel, par exemple, ça sera dedans, dehors. Moi, je remplace par entrer, sortir. Bon, et ce qui change tout, parce que c'est plus une description statique, enfin, de choses, c'est des mouvements du corps, etc. Et ça permet de comprendre que les gens fassent de la logique si compliquée sans le savoir. Enfin, au fond, je dis, on décrit comme une algèbre. Alors, ça, c'était très à la mode à Paris, parce que ce qui est en fait une gymnastique. Bon, ce qui ne veut pas dire du tout que les gens qui font cette gymnastique sont idiots, pas du tout. Et à ce moment-là, vous étiez, c'était le moment un petit peu du déclin quand même du structuralisme, non? Vous étiez un des instigateurs moi, j'ai pas du tout travaillé à ça. Moi, j'ai toujours un très grand respect. Bien sûr, j'ai un peu contribué, oui, un peu. Ben, surtout, surtout à l'étranger, j'ai beaucoup contribué. Oui, à l'étranger. Le sens pratique a été très important comme livre. C'était la traduction augmentée qui s'appelle Outline of Theory of Practice, qui est paru aux États-Unis et qui est devenu le livre de base d'anthropologie dans les États-Unis. Donc, j'étais considéré comme le fondateur d'un nouveau courant qui s'appelait pratique, théorie de la pratique. D'accord. Vous êtes post-structuraliste. Vous êtes le fondateur de ce courant. Oui, c'est vrai, on peut dire ça. Et dans ce livre, Le sens pratique, vous parlez par exemple de psychanalyse sociale. Alors, oui. Alors, expliquez-vous. Je veux dire que si on ne peut pas faire un travail comme celui-là sans que ça se répercute sur celui qui fait le travail. Bon, d'abord, et évidemment sur les lecteurs qui lisent. C'est imbriqué tout ça. Oui, par exemple pour moi, donc je l'ai dit, je suis d'origine béarnaise. Alors mon premier travail sur l'honneur, si vous le lisez après m'avoir entendu, vous verrez, il y a sans arrêt des rapprochements avec le Béarn. Je dis, tout à fait. En Béarn, on dit, je sais pas, Perunt au Perunu, si tu fais par honneur,
l'honneur, il faut que tu fasses par honte. Bon, voilà, ça, ce qui est très kabyle. Voilà. Et puis, j'avais plein de choses comme ça qui m'aidaient à comprendre. Bon. Mais simplement, au niveau rituel, j'avais pas idée. Par exemple, je m'étais jamais interrogé pour savoir l'opposition entre l'évier et le foyer. Et maintenant, j'ai regardé les maisons béarnaises et je retrouve des oppositions de ce type. Voilà, bon. Et puis, alors un jour, ça a été pour moi une illumination. On dit aller vers le haut, c'est Capsus, tête vers le haut. Bon. Et aller vers le bas, c'est Cap Bache, tête vers le bas. Bon, alors on peut dire Capsus, ça va vers la montagne, donc c'est vers le haut. Il y a l'explication quand même, de même qu'en Kabylie, on dit ah ben les tables, c'est le bas, bien sûr, parce que c'est au-dessous du foyer, sinon le purin coulerait dans la maison. Les explications structuralistes sont idiotes. Les explications sont idiotes. Bon, alors là aussi, mais l'explication structurale tombe quand on vous dit Capsus, ça veut dire vers l'est ou vers le sud. Bon. Et Cap Bache, ça veut dire vers l'ouest. Bon, alors je me suis dit, mais là, on a le même système d'opposition, et ça m'a fait réfléchir sur ma propre tradition. Et bon, toute la tradition méditerranéenne est comme ça. Voilà, je passe du coq à l'âne, mais il y a un texte célèbre de Montesquieu sur le Nord et le Midi qui a été lu de manière positiviste à l'époque de Lévi-Strauss dans l'Homme, la grande revue d'anthropologie française. Il y avait un commentaire de Gourou, le grand géographe français, prof au Collège de France, qui expliquait ce texte dans lequel Montesquieu oppose les gens du Nord, les gens du Midi, etc., qu'on a tous lu à l'école, mollement. Hein. Il décrit ce texte comme le fondement de la géographie physique, c'est le déterminisme physique. Alors qu'en fait, moi l'ayant lu avec des yeux kabyles, j'ai vu tout de suite une mythologie tout à fait kabyle. Bon, le nord, le sud, le chaud, le froid, tout ça y est. D'où l'universalité un petit peu du monde kabyle que vous avez étudié. Voilà. Alors de proche en proche, je me suis dit, mais en fait, ces oppositions-là sont dans toute l'ère méditerranéenne. Elles sont, alors les Kabyles, je crois, ont été pour des raisons géographiques et historiques, ont été une sorte de conservatoire où se sont. Je pense que ça aussi, ça a été, si je peux me le permettre, mal compris, notamment dans des travaux récents, par exemple sur la domination masculine. Oui, bien sûr. Ben oui, mais voilà, bon, ça choque les gens, mais malheureusement la vérité, il faut la prendre comme elle est. Et donc, alors, je me rappelle avoir lu un livre très très important de Van Gennep, qui est l'inventeur de l'idée de rite de passage, c'est un ethnologue important, qui a fait dans les années 1900 une enquête ethnographique sur la France, l'ensemble de la France, les rituels, les rites de passage. Bon, la moitié des choses dont il parle là-dedans sont kabyles. Vous voyez, en gros, c'est ça. Les jours de la vieille. C'est une sorte de métaphore de notre... les jours de la vieille, etc. Vous les retrouvez dans ce folklore européen. Alors, ça pose le problème de l'unité culturelle, en gros, du monde méditerranéen. Et voilà. Et alors, bon, il y a un autre lien qui est très intéressant, c'est le lien entre la Grèce antique. Et alors ça intéressait beaucoup Mamry. Dont nous parlerons tout à l'heure. La Grèce antique et la Kabylie. Et il y avait Gernet, qui était il était professeur à la faculté d'Alger dans les années 1900, je crois qu'il était juriste, et qui avait fait les rapprochements entre les deux. Entre le droit kabyle et, les canons, tout ça, et le droit grec. Bon. Et il a donc, et moi tout ça m'intéressait beaucoup. Alors maintenant, je comprends mieux, c'est-à-dire simplement la Kabylie a conservé de manière plus durable, parce qu'il y avait des rituels qui le faisaient revivre, parce que des tas de choses qui ont été communes à tout le monde méditerranéen. Des sortes de dénominateurs communs. Des invariants, voilà. Alors, on a envie de vous dire, quand vous parlez du Béarn, pourquoi vous n'avez pas fait d'études ethnologiques, tout simplement mais j'en ai fait aussi, j'ai fait beaucoup de choses. J'en ai fait aussi. Alors, l'essentiel, c'est quand même la Kabylie. Oui. Mais j'ai fait, ça c'était, je vais raconter ça très vite. Comme j'étais en Kabylie, et quand j'interrogeais tout ça, je me méfiais quand même de ce que me racontaient les vieux Kabyles, tout en les admirant beaucoup. Et qu'est-ce qu'ils me racontent sur l'honneur avec sa moustache, avec sa moustache, tout ça. Parce que je savais que d'autres me disaient, tu sais, il raconte ça, mais enfin, quand même, quand on peut s'arranger, on s'arrange. Il y a la règle d'honneur, et puis, comme disaient d'autres, toute règle à sa porte. Ta bourse, ça existe, il ne faut pas oublier. Alors je savais ça. Alors quand il me racontait, je me disais, si c'était un vieux paysan béarnais qui me raconte ça, qu'est-ce que je croirais? J'en prendrais et j'en laisserais. Et alors je me suis dit, je me sers de ces paysans béarnais comme instrument pour
pour contrôler les Kabyles, mais seulement il faut que je contrôle mon instrument. Et donc je vais aller faire une étude sur le Béarn. Et j'ai fait une étude à la même époque, et Sayad d'ailleurs était venu. Je travaillais avec Sayad sur le livre Le Déracinement, et voilà. Alors le soir, on rédigeait, on travaillait, etc. Et dans la journée, on faisait des interviews dans le Béarn. Bon, et avec l'idée à la fois, bien sûr, d'étudier le Béarn, mais aussi d'étudier la comparaison entre la Kabylie, entre les deux, et surtout aussi de m'étudier moi-même, c'est-à-dire d'étudier les préjugés ou les présupposés que je pouvais... Alors ça, c'est très très important pour vous, l'implication de celui qui étudie, donc de vous, dans l'objet d'étude. Absolument, absolument. Alors ça, c'est depuis le début, après ça continue. Par exemple, Homo Academicus, c'est pareil, c'est un livre dans lequel j'étudie apparemment l'université. En fait, je m'étudie moi-même, parce que je suis un produit de l'université. Alors, en 1998, je crois, si je ne me trompe pas, vous avez publié donc ces études sur la domination masculine, une étude complètement, je dirais, éclectique, sur le monde de façon générale, mais vous avez commencé par cette métaphore du monde kabyle. Alors, ça a été mal compris par certains Kabyles même, ça. D'abord, il faut dire que c'est le monde kabyle des années 60 que vous connaissez bien. Oui. Voilà. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté, là. Oui, mais il en reste pas mal. D'accord. Il en reste pas mal. Enfin, alors, ça n'énerverait pas autant s'il en restait aussi peu si qu'on le dit. Si lointain, Alors justement, votre étude a commencé par cette domination masculine et comment elle se présente chez les Kabyles. Et ensuite, en quelque sorte, vous dites, nous, on est tous des Kabyles, des hypocrites. Je crois que vous avez utilisé ça à peu près, dans un entretien à Télérama. On est tous des Kabyles, soit qui s'ignorent, soit qui ne s'ignorent pas, mais au fond de nous-mêmes, on est comme ça, en fait. Oui, je pense. Oui, c'est peut-être... j'ai pas fait du tout ça pour... mon but, dans ce cas-là, n'était pas de me servir des Kabyles pour emmerder les Français, pas du tout, les Occidentaux, non. Mon but était de me servir des Kabyles comme une image grossissante. Voilà, c'est une image qu'emploie Platon. Platon dit, je crois sur la République, il dit, si vous trouvez un texte, avec des petites lettres et puis le même avec des grosses lettres, vous allez prendre le texte avec des grosses lettres. Pour moi, les Kabyles présentent sous une forme grossie... pour les mêmes raisons que vous aviez dit. Pour les mêmes raisons, c'est des choses qui ailleurs existent aussi, mais sous forme de traces. Quoi. Alors, et donc, je me suis dit, avec ça, on peut se servir pour décrypter des choses. Alors, une vérification que j'ai faite, alors ça, je pense, c'est ça qui a le plus choqué, en tout cas les Occidentaux et les Occidentales, c'est la lecture que j'ai faite de Virginia Woolf, qui est une romancière anglaise, qui est une des papesses du féminisme. Elle a écrit un livre qui s'appelle une chambre à soi, une grande figure du féminisme. Elle a écrit un livre qui s'appelle j'ai plus le nom, La promenade au phare. La promenade au phare, dans lequel elle décrit des rapports entre les hommes et les femmes, enfin entre un homme et sa femme et son fils, qui sont très 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 kabyles. Alors c'est la grande aristocratie anglaise de Bloomsbury. Si vous êtes allé à Londres, c'est le quartier des plus chics de Londres. Il n'y a pas plus loin d'un paysan kabyle que ces gens-là. C'est là qu'on rencontre sans doute le plus grand conservatisme. Oui, qu'on avait. En même temps, c'est un milieu très libéré. Virginia Woolf était homosexuel, enfin bref, c'est un milieu très libéré sexuellement. Et il y a quand même ces automatismes en quelque sorte de domination. On retrouve toutes les structures masculines. L'homme, c'est le combat, c'est la bataille, la métaphore du couteau. Alors la métaphore du couteau qui est une métaphore kabyle, la lame, l'homme est tranchant comme une lame, etc. Donc ceux qui vous ont attaqué n'ont pas compris non, ce que vous vouliez faire en parlant d'abord du monde kabyle. Je pense qu'ils n'ont pas compris, non. Mais il faut qu'ils se demandent pourquoi ils n'ont pas compris. Moi, je serais à leur place, je serais embêté. Alors, dans le numéro 21 de la revue Awel, dont nous parlons tout à l'heure, puisque vous étiez aussi à l'origine, en quelque sorte. Je suis à l'origine de tout. De la revue Awel, qui est le cahier d'études berbères, la seule revue d'anthropologie qui vous a consacré un numéro. Ah oui. Donc, numéro 21. J'ai beaucoup de gratitude pour Madame Yacine qui a fait ça, voilà. On parlera tout de suite de Madame Yacine, parce que je pense que c'est important également. Donc, dans cette revue, il y a des gens qui vous défendent, un peu comme Mohamed Harkoun. Il y a donc un entretien avec Tessadit Yassine qui s'appelle « De la condition féminine au maraboutisme et regard sur la société kabyle ». Donc Mohamed Harkoun fait partie de ceux qui vous ont compris. Mais
Mais vous savez, on retient toujours dans des cas comme ça les quelques Ostrogoths ou Ostrogoths qui attaquent, mais on oublie les innombrables personnes qui approuvent. Vous savez, moi j'ai fait mon exposé sur la maison kabyle à Berkeley devant une salle, bon je sais pas, je voyais pas le fond, hein, de 2000 personnes, et j'avais tout comment dire, l'aréopage féministe, enfin le choc, enfin toutes les féministes américaines célèbres étaient là, et je n'ai eu que des approbations. Et évidemment, vous parliez de la domination masculine. Oui, mais pas seulement, c'est pas de la politesse, c'est pas simplement, ah oui, un homme qui veut bien s'occuper de ça, c'est gentil, ça, c'était de l'approbation. Pas à ça, non, pas du tout, des discussions, des trucs, etc. Donc, il y a une considérable approbation. Alors, on peut discuter, je dis pas que c'est un livre parfait, hein, mais je pense que c'est un livre qui a fait avancer la théorie et la connaissance de la domination masculine. Ça, en général, hein, en général. Au sens universel du terme. Alors, je voulais vous dire au départ que votre travail était divisé en deux, c'est-à-dire l'anthropologie, l'ethnologie et la sociologie, mais vous m'aviez répondu à un moment que finalement... c'est l'exemple, ça. Hein. Mais le travail, vous êtes connu comme sociologue plutôt. Oui. Pourquoi cette occultation de votre côté anthropologue, à cause du fait que vous êtes intéressé trop aux Kabyles, peut-être, non? Oui, alors c'est marrant parce que les Kabyles n'ont pas de statut. Il y a des peuples il y a une hiérarchie. Même chez eux d'ailleurs. Non, il y a une hiérarchie des peuples étudiés par l'ethnologie qui correspondent à des ethnologies coloniales. Par exemple, les orientalistes étudient les peuples qui ont des langues ou des religions universelles. Bon, l'Inde, les pays arabes, ça c'est l'orientalisme. Bon. Ensuite, l'ethnologie, il y a des pays nobles, les pays plutôt africains ou le Mélanésie, etc. Et alors la Kabylie, non. Alors la Kabylie, évidemment, il a eu de très beaux travaux. Il y a dans Durkheim de très beaux travaux sur le passage sur la société segmentaire qu'il connaissait à travers Mounier, à travers de très bons ethnologues. Mais ça n'intéresse pas la Kabylie n'a pas été intégrée, par exemple, dans le Area Files, qui est un espèce d'immense dictionnaire des civilisations. Elle n'y est pas. Et moi, je voulais créer. Là, on parle des initiés, on parle pas du grand public. Oui, pour les spécialistes. Pour les spécialistes, la Kabylie n'est pas vraiment... Elle n'est pas vraiment... bon, elle commence maintenant parce qu'il y a des travaux, mais elle n'a pas... Elle fait pas partie... Bon, alors... oui, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est peut-être alors en Angleterre, aux États-Unis, je suis reconnu beaucoup plus comme ethnologue. Voilà, c'est ça. Mes premières invitations importantes aux États-Unis ont été à Chicago, à Princeton, en tant qu'ethnologue. Voilà. Et en France, on ne veut pas trop m'admettre comme ethnologue. Mais ça, c'est un problème de sociologie de la science. Parce que quand on voit votre combat, puisque vous êtes un film qui va paraître bientôt le 2 mai, le mercredi 2 mai en France, dans certaines salles, qui s'appelle La sociologie est un sport de combat, on parle de vous comme un sociologue qui se bat, mais pratiquement jamais comme un ethnologue. Est-ce que vous aussi, vous êtes rentré dans cette... Oui, parce que c'est économique. Enfin, moi, je dis toujours, il n'y a pas de différence. Moi, je suis un ethnosociologue, j'ignore cette différence. D'accord. Et dans mon travail, je pense que c'est assez difficile. J'ai fait un livre sur la photographie. Bon, est-ce que c'est de l'ethnologie, est-ce que de la sociologie? J'en sais rien. Alors, je vais passer à un autre sujet. Les grandes rencontres que vous avez faites, par exemple, est-ce que vous avez aujourd'hui des disciples dont vous voulez nous parler, des gens qui un petit peu ont suivi votre chemin? Ah, ça c'est difficile à dire. Bon, je voulais dire dans les gens qui travaillent dans les anthropologues. Les anthropologues. Bah, il y a Tassadid Yassine dont je parlais à l'instant. Il y avait Sayad. Il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres qui sont pas. Vous avez certainement lu le dernier livre de Tassadid Yassine aux éditions Les Découvertes. Oui, sur le chacal. Oui, la ruse des dominés. Oui. Donc c'est une étude d'abord du roman de Chacal de Brahim Zelal, qu'on a présenté ici dans Hawel et qui a été suivi ensuite par une étude sur quelques intellectuels. C'est intellectuels, qui ont été obligés de ruser pour passer en quelque sorte. Moi, je trouve on aurait presque pensé que vous pouviez y figurer. Oui, je pense. Je pense. C'est un modèle très très général. Enfin, je pense que ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que je pense que ça a quelque chose de libérateur et ça illustre l'idée que je disais tout à l'heure que l'ethnologie pourrait être un instrument de libération. On peut se servir d'instruments de connaissances fournis par la tradition orale
nationale pour comprendre les problèmes sociaux nationaux ou internationaux. C'est-à-dire on peut, à condition... Votre méthode de travail. Bien sûr, à condition d'analyser le chacal à l'état brut, Bouliva ne pouvait pas en faire grand-chose. Bon, il racontait l'histoire du chacal, bon, c'est comme le père de Vulder, quoi, il rapporte des données, ou comme les pères blancs qui rapportaient des magnifiques documents extraordinaires, même pour les ethnologues, mais qui n'en faisaient rien. Mais si on élabore ces matériaux bruts, si on dégage la philosophie qu'ils contiennent, enfin bon, qui est à l'état pratique, elle n'est pas bon, on peut s'en servir comme instrument de connaissance. Alors très souvent on pose la question de la libération. Est-ce que la sociologie, surtout l'ethnologie, ne sont pas des sciences occidentales? Bon, c'est un peu des vieux débats. Maintenant que les Américains dominent tout, on n'ose plus poser ces questions. Mais enfin, on est en droit de les poser. Est-ce que donc ce ne sont pas des sciences occidentales? Il y a une réponse pratique, enfin, de ce côté-là, à chercher, qui consiste à dire, nous avons dans nos ressources, à condition qu'elles soient traitées avec les derniers acquis de la science, qui elle est universelle, structuraliste ou autre, bon, des ressources pour comprendre dans notre propre langage. Bon, il y a un autre exemple, c'est Sayad. Quand Sayad fait théorie de l'émigration en employant El Kholba, bon, alors El Kholba, c'est tout le système mythique que j'ai mis au jour dans le cas de la maison Kabyle. C'est l'Ouest, le couchant, le tombeau, la mort, etc. C'est l'obscurité. Partir en émigration, c'est partir vers l'obscurité, vers l'Ouest, etc. Bon, on voit bien que... Et alors, cette théorie, il la dégage... parce que il a la connaissance des structures mythiques, mais cette théorie, elle est dans la bouche de ces informateurs qui développent El Kholba, etc. D'accord. Alors, je vais revenir à la revue Awan, puisque cette revue, vous avez parlé de Tassanit Yassine, elle la préside donc aujourd'hui, elle en est on va dire la directrice. Et vous avez été à l'origine également de cette revue, avec un homme extrêmement important pour nous autres, et pour moi aussi, pour vous aussi, qui est Mouloud Mamri. Oui, alors, bon, là, on pourrait parler, il faudrait 2 émissions, là, pour parler de Mouloud. Enfin, en gros, votre rencontre, en quelques minutes, c'est vrai que nous c'est pas facile, votre rencontre avec Mouloud Mamri. J'ai eu plusieurs rencontres successives, et Mamri n'était pas quelqu'un, on n'entrait pas comme dans un moulin, hein, c'est un peu comme une maison Kabyle, il faut payer le droit de la vue. Dans certaines régions, c'est comme ça, il fallait payer le droit de voir, bon, pas partout. Là, c'était quelqu'un qui n'était pas facile d'accès, moi non plus d'ailleurs, hein, on n'est pas des gens qui se livrent, même s'ils parlent beaucoup, ils ne disent pas nécessairement ce qu'ils ont envie de cacher. Bon, oui, c'est un homme un peu réservé. Ah oui, réservé, un peu secret, un peu mystérieux. Vous avez, je crois, réussi à le faire parler sur la sagesse kabyle dans un entretien. C'est ça votre départ, hein, oui, enfin, c'est pas venu en un jour, c'est-à-dire que j'ai parlé avec Mamri, il m'avait invité au CRAP, le centre de recherche qu'il avait fondé, et parmi les nombreuses choses courageuses qu'il a faites, ça peut-être, ça paraît... je le dis d'autant plus que c'est sûrement peu probable que les gens s'en aperçoivent. Une des choses les plus courageuses qu'il ait faites dans sa vie, c'était la création de cet institut d'ethnologie à Alger, au moment où il l'a créé. Pas seulement parce que c'était de l'ethnologie berbère, mais aussi parce que c'était de l'ethnologie. Et à l'époque, je me rappelle des journaux comme Révolution africaine, etc., disaient « à bas l'ethnologie », etc. D'accord. Bon, il fallait avoir du courage pour... Oui, absolument. Moi, je disais l'ethnologie, c'est la psychanalyse des pays anciennement colonisés. Il faut s'en servir, et Mamri a fait faire des travaux sur la maison, sur la cousine parallèle, sur des tas de travaux, et c'était très très important. Bon, alors donc j'ai travaillé avec lui, il était dans un rapport à la tradition berbère très respectable, mais par certains côtés un petit peu naïf du point de vue de la science moderne. C'est-à-dire il voulait réhabiliter les poèmes anciens, les poètes anciens. Voilà, montrer aux
Mohan Kassid, bon, tous ces gens, ils voulaient montrer qu'ils étaient aussi importants, aussi nobles. Bon. Et moi, mon travail, c'était en discutant avec lui, à partir de ma culture ethnologique, ma connaissance ethnologique de la tradition grecque, etc. Ça a été de lui dire, mais vos poètes kabyles, c'est pas avec Victor Hugo qu'il faut les comparer, c'est avec les bardes qui ont écrit, enfin qui n'ont pas écrit, qui ont produit l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée. Bon. Et donc, alors, au terme de tout ça, qui a été toute une série de discussions à Alger, je me rappelle, bon, bref, ça remonte très loin, beaucoup de discussions, à Paris, etc. Nous avons fait cette discussion enregistrée, qui était un peu le bilan de vos rencontres. Voilà, c'est ça. Et là, je pense qu'il a fait, il a abandonné ses réticences à l'égard de l'ethnologie. Je pense qu'il avait surmonté aux 3/4, mais en grande partie à cause de moi, je pense. De votre rencontre avec lui. Et dans le numéro 1 de la revue AON en 1985, c'est lui, à ce moment-là, qui vous fait un entretien, en quelque sorte. Oui, c'est ça. Ça s'appelle du bon usage de l'ethnologie. Absolument, c'est ça. Voilà, le retour à ce sujet et à l'importance donc de l'ethnologie pour vous, cette fois-ci, c'est ça. Dans cette revue. Oui, il parle de son rapport à la Kabylie et de mon rapport au Béarn. Enfin, on parle de tout ça, quoi. Voilà. Alors, je voulais simplement, en 2 mots, avant de passer à d'autres petits sujets, parce qu'on aurait parlé effectivement de Mamri, mais nous n'avons plus le temps, il nous reste 5 minutes, parler de quelque chose que j'ai lu, mais vous me le confirmerez. Vous vous intéressez actuellement au 17 octobre 61, donc ce qui s'est passé à Paris sous les ordres, maintenant on le sait, de Maurice Papon, qui était préfet de police de Paris à cette époque-là. Et donc ces Algériens, ces manifestants du FLN qui ont été tués, parfois jetés dans la Seine. Vous vous intéressez, vous vous apprêtez à publier un travail sur le 17 octobre 61. Moi, je ne suis pas promoteur, je suis plutôt un suiveur, mais je soutiens l'effort des gens qui s'occupent de cette entreprise, qui me paraît très, très, très importante. Et voilà. Et je pense que c'est très, très important. C'est un travail d'archéologie. C'est de l'exploration. Peut-être que vous en avez honte. Oui, voilà, c'est de l'exploration de l'inconscient collectif. Et je crois que c'est très, très important que cette chose-là soit faite. Voilà, oui. Et donc il y a un livre qui sort. Oui, qui va sortir incessamment. Mais je n'y ai pas contribué. J'ai donné mon soutien. Vous avez donné votre soutien. Voilà, j'ai donné mon soutien. J'ai dit quelques phrases. Voilà. D'accord. Comme il y a d'ailleurs un film qui sort sur vous, comme je le disais tout à l'heure, le 2 mai, mercredi 2 mai, qui s'appelle La sociologie est un sport de combat, et c'est de Pierre Carle. Alors, d'autres petites choses, la sociologie, justement, ça tombe bien, est un sport de combat, vous battez beaucoup, hein, et vous êtes en train de vous battre tous les jours, parfois même contre certains médias, contre la plus grande partie des médias. Vous vous battez contre la mondialisation aveugle, vous vous battez contre le néolibéralisme thatchérien, on va dire, même quand il est déguisé, à la manière de Blair ou de Jospin. Vous publiez donc un certain nombre de choses avec des amis à vous dans l'association Raison d'agir. Beaucoup de textes, comme le dernier là, qui s'appelle Contre-feu. Oui, c'est ça. Ce sont des conférences que vous avez données. Alors, c'est un travail monstrueux que vous faites et qui va complètement, je dirais, à l'encontre du discours dominant. Oui. Il faut bien l'appeler comme ça. Oui. Vous avez très bien dit. Ce que je peux dire, c'est que dernièrement, j'entendais sur une radio, je ne sais plus laquelle, un spécialiste de bio, je sais pas quoi, qui étudie les sols, et qui disait, il y a 10 ans, quand je disais que on ne pourrait plus distinguer entre le Bordeaux et le Beaujolais parce qu'on est en train de détruire la couche superficielle de sol, dans laquelle se conservent les goûts, je passais pour fou. Et maintenant, les mêmes viennent me consulter pour me dire comment on va sauver le sol. Vous voulez dire que vous êtes un peu dans ce cas-là. Voilà. Et moi, je suis un peu dans ce cas-là. Alors, malheureusement, les gens commencent à se réveiller maintenant. Enfin, Danone, tout ça, ce sont des vérifications. Alors, et il y a simplement en 95, quand j'ai dit à la gare de Lyon, justement, cette association est née après les mouvements de réforme des années 95. On détruit une civilisation, etc. On a dit que vous exagériez. Oui, j'exagérais. Même moi-même, je sais qu'en sortant, après, je me suis dit, Bourdieu, t'as pété les plombs, t'as été trop loin,
loin, etc. Parce qu'on est tellement dominé et maintenant, plus je travaille, parce que depuis j'ai beaucoup lu, beaucoup travaillé, beaucoup visité des pays très différents, la Corée, etc. Je pense que... Vous vous rendez compte que tout ça est une véritable menace. Alors, si vous voulez, le rôle là du sociologue est très important, je pense, ou du chercheur. Ce sont des choses, des politiques, enfin, qui se décident en cachette. La plupart des décisions qui vont gouverner notre avenir pendant 50 ans sont décidées en cachette par un tout petit nombre d'hommes qui ne sont pas élus, etc. Absolument antidémocratiquement. Antidémocratiquement, elles sont produites en secret, elles sont diffusées en secret, elles sont imposées en secret, elles sont signées en secret, etc. Même les ministres qui signent souvent ne sont pas informés, ne comprennent pas. Et donc, premièrement, ces mesures sont secrètes. Deuxièmement, les effets qu'elles produisent souvent n'apparaissent qu'à long terme. C'est là que le chercheur est important, parce que d'abord, il peut percer le secret. Et il y a des gens formidables, souvent des Américains d'ailleurs, qui font, oui, bien sûr, qui font de l'espionnage, enfin, dans les centres FMI, style FMI ou Communauté européenne, etc., Banque mondiale. Et deuxièmement, à partir de la connaissance sociologique, on peut prévoir les conséquences de ces mesures. Et on vous dit, voilà, en ce moment, vous allez faire ça, mais dans 20 ans, vous allez avoir un taux de délinquance multiplié par 4, vous allez avoir un taux d'emprisonnement. Il y a un livre de la collection de Loïc Vacan. Raison d'agir, donc. Oui, Raison d'agir, de Loïc Vacan, qui montre, par exemple, des conséquences dramatiques de cette politique sur le taux d'emprisonnement. Voilà. Alors, il faut dire que ces livres dans la collection Raison d'agir se vendent très très bien. Très bien, mais parce qu'ils sont très bon marché. Ils ont un très bon marché. Ils sont très bon marché, et puis ils disent un discours quand même qui sort un petit peu je dirais, de ce qu'on entend. Mais évidemment, ils sont détestés par tous les gens. Ça me rappelle un peu le livre de Viviane Forester, qui n'est pas du tout une spécialiste en économie, qui s'appelle L'horreur économique, qui a très très bien marché, parce que c'était un discours qui a... Oui, alors, si vous voulez, j'admire beaucoup, elle a fait un travail très sérieux, je la soutiens beaucoup, etc. Elle a fait une percée. Bon, cela dit, l'ambition de ces livres, c'est un tout petit peu plus que ça. Ce sont des livres qui sont en général écrits par des spécialistes qui s'efforcent de dire les choses de manière très simple. Il y a un livre de Cordonnier qui est un très bon économiste qui peut faire des équations mathématiques hyper compliquées et qui explique en termes très simples les enjeux de l'économie du travail. Il y a le livre de Serge Halimi sur les médias qui s'appelle les Chiffres Gap. Alors donc c'est un effort toujours pour donner des armes scientifiques critiques. Voilà, en tout cas, c'est très intéressant, Raison d'agir. Si vous trouvez des livres dans cette collection, il faut les prendre parce que c'est un discours absolument... Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai des ennemis, il suffit qu'ils lisent ces livres, après ils comprendront. Alors, Contre-feu 2, c'est le dernier de la collection que vous avez signé. Je rappelle donc les livres peut-être les plus importants que les auditeurs, que les téléspectateurs doivent lire pour vous découvrir et découvrir votre travail d'anthropologue. Esquisse d'une théorie de la pratique, et puis le sens pratique, qui est vraiment la Bible, on va dire, de Pierre Bourdieu, selon Bourdieu. Et puis le dernier livre qui vient de paraître, il y a naturellement plein d'autres livres, il y a une quarantaine, La misère du monde, Le déracinement, on en a parlé, Réponse, enfin, il y en a beaucoup. Le dernier qui vient de paraître, c'est Les structures sociales de l'économie, et là aussi vous dites que l'économie et le social ne sont pas nécessairement indissociés. Je vais dire une chose très arrogante, mais peut-être tant pis, je crois vrai, je pense que pour un Kabyle instruit de 30 ans, qui a fait du droit, des mathématiques, j'en connais beaucoup. À la fin de mes conférences, ils viennent me voir. Voilà. Je pense que mes livres sont très très utiles pour garder le lien avec la société d'où ils sortent, enfin la société berbère. Voilà. Non, mais je sais que mais je me permets de le dire parce que je crois que c'est vrai et que c'est que j'ai. En tout cas, je regrette Je voulais citer aussi la revue AOL qui, dans son numéro 21, encore une fois, vous a consacré donc un numéro. C'est la première, encore une fois, revue d'anthropologie qui parle de vous. Et dire également que vous êtes sans doute beaucoup plus écouté à l'étranger qu'en France. Il suffit de regarder Internet ou de s'intéresser un petit peu à ce que pensent les étrangers, les Autrichiens, les Américains, etc. de vous, et que vous êtes encore une fois l'un des sociologues les plus connus de ce siècle et que vous occupez la chaire de sociologie dans un des plus grands endroits les plus prestigieux de France, c'est le Collège de France, rue des Écoles à Paris. Voilà. Merci beaucoup Pierre Bourdieu, merci de nous avoir accordé cet entretien. Et puis à une prochaine publication sans doute. Voilà, puisqu'il y en a tous les temps. Merci chers téléspectateurs, et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'AOL.